Bon déjà je tiens à vous remercier pour vos messages super sympas suite à mes 2 dernières vidéos où je fais allusion à ma période de repli autistique. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai traversé une période un petit peu compliquée et notamment me retrouver au commissariat pour porter plainte. Ouais parce que moi quand je me retrouve face à un policier ou un gendarme, c'est un peu comme lorsque j'emprunte la sortie sans achat des magasins. Je me sens tout de suite coupable, garde un air innocent, t'as rien à te reprocher. En plus je sais pas ce qu'au fond de lui le policier il pensait de moi. Oh putain je le trouve un tantinet suspect à sa manière de ne pas regarder dans les yeux. Et c'est justement le sujet que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo. Alors c'est un sujet que j'ai à quelques reprises suggéré dans le cadre des épisodes de la série Asperger et Chien. C'est comme quand je te regarde pas forcément dans les yeux. Et c'est juste que le fait de te regarder dans les yeux, c'est une énième information que je dois intégrer. Je sais pas d'ailleurs ce que ces personnes ont pensé de moi. J'ai l'impression que ton copain il arrêtait pas de reluquer tes seins. Non c'est pas ça, c'est qu'il supporte pas de regarder dans les yeux. Mais qui m'a été prestamment demandé par une de mes abonnées qui s'appelle Ariane. Je me suis dit pourquoi pas. Alors ma réflexion elle prend source sur 2 mythes. Le premier mythe ce serait de dire qu'un autiste ne regarde pas dans les yeux. Non, parce que c'est vrai, c'est souvent un indice dont on tient compte pour conforter l'existence ou pas d'un TSA. Mais à contrario, ça va être aussi excluant. Une personne ne peut pas être autiste parce qu'elle regarde dans les yeux. Mais là où je trouve que ça relève un peu du mythe, c'est que certains autistes peuvent très bien regarder dans les yeux. Certains savent le faire, certains l'ont appris. Il y a des techniques, notamment avec le théâtre. Et pour certaines personnes TSA, il n'y a aucun problème de regarder dans les yeux. Le problème est que le regard, il est parfois un peu trop fixe, un peu trop insistant. Ou finalement, ce regard dans les yeux est hyper mal ajusté. Mais il n'en reste pas moins que c'est quelque chose qui a quand même été observé auprès de la population autiste, à savoir une difficulté à maintenir le contact visuel. Alors pour ma part, c'est quand même compliqué de regarder quelqu'un dans les yeux. Et moi j'y comprends rien, et si ça se trouve je fais un blocage. Ça remonte à l'époque où j'étais en CP. Ma maîtresse elle était un petit peu maltraitante. Vous savez, c'est celle qui me traitait de patachon. Non mais tu m'écoutes? Regarde-moi. Non mais il faut que tu fasses un choix, je peux pas faire les deux. Et ben une fois, elle déplorait le fait de pas avoir des pistolets dans les yeux. Oh si j'avais des pistolets dans les yeux. Moi j'avais pris ça comme quelque chose d'hyper négatif. C'est sans doute pour ça que j'ai fait un blocage. Je trouve que la pire chose qu'on puisse exiger d'un enfant autiste, c'est de lui demander de regarder dans les yeux. Moi quand j'étais petit, j'ai toujours été nul au jeu du combat de regard où je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette, mais qu'est-ce qu'ils racontent les mecs? Moi ça me fait pas du tout rire, ça me fait peur et ça me fait mal. Beaucoup plus que de me prendre une tapette. Je constate qu'avec les masques, durant cette période Covid, j'ai beaucoup plus de facilité à regarder dans les yeux. Même si je constate que c'est hyper perturbant pour moi de voir une personne sans masque, alors que jusqu'alors je l'ai vu tout le temps avec son masque. Ça m'angoisse. Non, en vrai, il a été démontré que les personnes autistes avaient beaucoup plus tendance à se focaliser sur le bas du visage. En gros, à partir du nez. C'est-à-dire qu'on peut supposer que je vais reconnaître beaucoup plus une personne en fonction de ce qui se passe en bas du visage qu'en haut. Donc je ne la regarde pas dans son ensemble. Et là, on arrive aussi à la question de la cohérence centrale, avec l'hyperfocalisation sur des détails. Et c'est probablement pour cette raison qu'on va retrouver pas mal de cas de prosopagnosie dans le cas de l'autisme. La prosopagnosie, c'est quand t'es pas capable de reconnaître les visages. C'est-à-dire que tu reconnais les gens sur des détails. Et le jour où le détail n'existe plus, toi tu reconnais plus la personne. Bon, c'est pas mon cas, heureusement. Bref, regarder quelqu'un dans les yeux, pour moi, c'est une expérience violente. D'autant plus violent qu'il y a des attentes sociales autour de cette posture. Et le souci derrière, c'est que ça amène des interprétations qui relèvent aussi, parfois, du mythe. C'est-à-dire que si tu regardes pas dans les yeux, c'est que tu fuis la relation, c'est que t'écoutes pas ce qu'on est en train de te raconter, c'est que tu respectes pas la personne. Mais en fait, tout ça, ça amène aussi la considération qu'un autiste n'est pas intéressé par les rapports humains. Et moi, je trouve ça dur à l'entendre parce que justement, le fait de pas regarder dans les yeux, c'est comme ça que j'écoute la personne. C'est ma manière de me concentrer. En fait, ce qui se passe dans le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, c'est que ça va jouer à la fois sur des questions d'anxiété, de sensorialité, d'attention. C'est une stimulation qui peut être parasite et peut te faire partir en cacahuète. Je sais pas trop comment décrire, mais en fait, quand je regarde quelqu'un dans les yeux, je ressens comme une intrusion. C'est comme s'il me pétait certaines barrières de protection et j'ai souvent l'impression d'être complètement aspiré. Et donc en fait, il y a une espèce de réflexe qui me happe, c'est-à-dire que je commence à parler à la personne comme ça, et du coup l'autre sent pas forcément accueilli. L'autre fois, j'étais emmerdé, j'étais au boulot, j'étais assis, il y a une collègue que je connais pas trop, et a commencé à me poser des questions un peu généralistes pour savoir comment ça allait et tout ça. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise précisément? Et je sentais sa posture, la position de sa tête dirigée vers moi, le regard apposé vers moi. Et je sais que socialement, il fallait que je fasse la même chose. Mais pour moi, c'était impossible. Parce que comme pour beaucoup de choses avec le TSA, ça dépend vachement des contextes et de la qualité de la relation. En gros, si je connais bien la personne, j'arriverai plus ou moins à déterminer ce qu'il y a dans son état d'esprit au regard de son regard. Toujours est-il que je parviens quand même à poser mon regard quand il faut. Je me concentre, je fais des petits pour montrer que je suis bien attentif, mais dans le fond, je suis pas attentif. Parce que le temps que je prends à me concentrer pour essayer de donner l'impression que j'écoute, c'est un moment où je peux pas prendre le temps d'écouter. Tu sais, c'est un petit peu comme un enfant qui va être dysgraphique, qui a des grosses problématiques dans le mouvement cursif, quand le cerveau est pas connecté avec la main qui tient le crayon. Et pour donner une estimation, un enfant dysgraphique, il va copier 4 mots à la minute, alors qu'un enfant lambda de la même classe d'âge, il va être capable d'en copier 20. Si sur une même durée,
tu parviens à écrire 5 fois moins de mots, ça donne quand même une idée du travail que ça demande pour le cerveau et à quel point ça peut être fatigant, à quel point ça mobilise en concentration, en attention, en énergie. Et accessoirement, c'est déprimant et puis ça pète un peu la confiance en soi. Et ben l'enfant qui fait la dictée, il prend tellement sur lui pour écrire de manière lisible qu'il n'a pas forcément le temps de comprendre ce qu'il est en train d'écrire. Donc il va être capable d'écrire le bon mot, le bon verbe, mais il aura des difficultés avec la grammaire et les accords, ou lui attribuer le bon sens, si tant est qu'il y a un double sens, parce qu'il a oublié complètement le contexte derrière. Il n'a pas le temps, en fait, d'avoir une vision globale des choses, parce que ça lui demande beaucoup trop d'efforts. Et ben les yeux, c'est pareil, ça demande trop d'efforts. Au niveau sensoriel et visuel, ça bouge tout le temps. Les yeux, ça brille, c'est pas une image fixe. Et la question du mouvement chez les autistes, elle est compliquée parce que c'est pas cyclique. Si le mouvement se répète, c'est facile, c'est maîtrisable, mais s'il bouge et qu'il est éphémère, eh ben c'est hyper compliqué de l'intégrer, de l'interpréter. C'est pour ça que certains autistes seront beaucoup plus à l'aise avec des images picto, des images fixes qui donnent une information. On peut prendre le temps d'observer l'image, plus que des consignes orales qui sont une espèce de bruit éphémère qui est défini dans le temps. Et qu'une fois qu'il a disparu, il a vraiment disparu. Et ben dans le regard de quelqu'un, il y a énormément de micro-détails. Et face à ça, je me retrouve face à deux problèmes. À la fois le problème que je vois tous les détails, donc chaque moindre mouvement, je les vois. Et en fait, c'est une espèce de dépense intellectuelle et sensorielle que je fais. Et c'est surtout que je ne sais pas non plus comment les lire. Alors j'arrive à me demander, est-ce que je vais être maladroit? Non, il vaut mieux fuir le regard, c'est beaucoup plus facile. Quitte à passer pour un rustre. Il y a quand même une grosse différence d'intention et d'implication entre le mot voir et le mot regarder. Regarder t'expose, te met en action. Regarder, c'est une réponse, c'est un signal qu'on adresse à l'autre. Et les gens sont majoritairement en attente de ça. Détourner le regard en communication, ça a exactement la même fonction pour moi que quand je suis au téléphone et que je fais les 100 pas. Toi, tu vas croire que je me barre avec mon téléphone pour pas que tu écoutes la conversation, genre j'ai des trucs à cacher, alors qu'en vrai, c'est juste que ça me concentre en fait. Mais pour moi, c'est une posture dont je me rends même pas compte. C'est quasiment instantané. C'est un réflexe de Pavlov. Tu me regardes, je me barre. Peut-être qu'il y a un lien avec le fait que j'aime pas être au centre de l'attention. Apposer un regard sur moi me met au centre. J'aime pas être au centre de l'attention parce que j'ai du mal à centrer mon attention. C'est pas con ce que je dis. Ouais mais Fabrice, t'exagères un petit peu, t'es comédien, tu fais de la scène, comment tu gères le fait qu'il y ait tout un public qui te regarde? Bah en fait déjà quand t'as des spots dans la gueule, tu vois pas les gens. Et puis c'est surtout que moi en général je regarde au-dessus. C'est-à-dire que je fixe le point le plus loin de la salle, la personne la plus éloignée de moi, à la fois pour porter ma voix et de manière à ce que tout le monde m'entende, et aussi parce que ça m'évite de croiser des regards. Parce que quand je suis sur scène en train de débiter mes conneries et que je croise un regard, bah, je le vis comme une attaque, une effraction, une menace. Et c'est souvent dans ces moments-là que je vais bafouiller et que je vais être déstabilisé. Sensoriellement, c'est un truc à me foutre en surchauffe en 2 secondes. Non, en vrai, même si je suis comédien, j'aurais jamais pu donner la réplique à Clint Eastwood. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui ont un flingue chargé et ceux qui baissent les yeux. Cette histoire de fixer le regard, c'est vraiment le témoin de mon drame existentiel, de tous mes couacs relationnels. C'est une vraie injustice sociale en fait. Alors après, je regarde pas tout le temps mes pieds. Je vous l'avais dit d'ailleurs que quand j'étais petit, je commençais toujours à dessiner mes personnages par les pieds. C'est marrant ça quand même. C'est la première chose que je vois chez les gens. Bon, par contre, dans ces histoires de regarder dans les yeux, je ne sais pas si c'est en lien avec l'attention conjointe et la question du pointage. Vous savez, je vous avais dit ça dans la vidéo sur l'attention conjointe, que tout petit, le bébé, il peut capter une intention qui n'a pas été nommée. Et en gros, de bonnes compétences dans les activités de pointage et d'attention conjointe, ce serait quelque chose de déterminant dans la théorie de l'esprit et les capacités empathiques. Et ben moi, je pense qu'il doit y avoir pas mal de confusion et de mythes en lien avec ces amalgames-là. Bon, je vais terminer ma vidéo sur cette expression bien connue. C'est une citation qui nous provient de Cicéron. Si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes. Oh putain, en tant qu'autiste, t'es dans la merde. C'est quand même assez contradictoire parce que l'âme, c'est censé se situer à l'intérieur. Et le miroir, c'est quelque chose qui se reflète, donc qui va vers l'extérieur. Et théoriquement, quand tu regardes un miroir, c'est toi que tu vois. C'est pas un miroir sans teint où tu vois l'autre en face. Donc si les yeux sont un miroir de l'âme, ça voudrait dire que regarder les autres, ce serait le reflet de moi-même que je verrais. Alors peut-être que j'interprète mal l'expression, mais en tout cas ça me fait réfléchir. Miroir, réfléchir. Parce que je trouve quand même difficile de me reconnaître dans les autres. Bien, après cette présentation de ce que fait Fabrice Squat, je vais introduire Fabrice Squat lui-même et introduire sa conférence. Pour découvrir un pays, quel pourrait être le guide idéal? Déjà, ce serait pas mal que ce soit quelqu'un du cru qui connaît le coin comme sa poche.
Mais si ça suffisait, ça ferait de tous les natifs d'un pays des guides parfaits. Non. Il faudrait en plus qu'ils soient capables de voir ce qui distingue son pays des autres pays et d'expliquer ce qui en fait un endroit particulier, ses paysages, son architecture, ses façons de vivre. Dans la perspective de cette conférence, j'ai fait ce que vous venez de faire. J'ai visionné, mais plus d'un épisode, de la chaîne YouTube Asperger et Chien de Fabrice Coatte. Et j'ai perçu chacun d'eux comme une visite guidée au pays de l'autisme, dans l'Autistan de Joseph Chovanec. Au fil de ces petites excursions ou incursions, nous découvrons les faits qui tricotent la vie quotidienne de Fabrice Coatte, sa vie d'Asperger, d'EduxP, de comédien, de vidéaste, de promeneur de chiens, qu'on n'a pas trop vu dans cet épisode, et de voisin d'un voisin neurotypique qu'il ne trouve pas spécialement malin, on peut le dire. Mais en regardant ces vidéos, je me suis dit, je crois que vous commencez à vous dire la même chose, et vous le répéterez, qu'il se produisait un truc étrange. Dans ces monologues vivants et pleins d'humour, en mode selfie filmé, j'entendais Fabrice Coatte interpeller les autistes par des questionnements souvent très neurotypiques et interpeller les neurotypiques par des questionnements souvent très autistes. Comme si la communication de Fabrice Coatte avec son portable constituait un terrain spécial, capable d'accueillir deux logiques apparemment différentes, mais fondamentalement parentes. Deux logiques s'interrogeant l'une l'autre, se réfléchissant l'une dans l'autre, cherchant à se reconnaître l'une dans l'autre. Mais bon, je parle de ces vidéos, mais en fait, il faut les voir. C'est comme parler de Fabrice Coatte, alias Fabrice, alias l'aspirateur. En fait, il faut l'entendre. Je lui laisse donc la parole. Et n'oubliez pas, une fois rentré chez vous, allez vous promener sur la chaîne Asperger et Chien. Je vous assure, ça vaut largement le détour. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est marrant, j'avais l'impression que j'étais mort en écoutant. On se souvient de lui. Bon, ça fait partie du personnage, vous inquiétez pas. Je risque de vous interpeller un petit peu. Je vais vous parler un petit peu des réseaux sociaux, c'est le sujet d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment commencer en disant que ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'en général, tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps pour avoir une réaction. Là, je suis censé attendre la fin de mon monologue, de mon discours, pour avoir des réactions. Comment je vais faire pour me jauger, pour m'adapter? Je suis vraiment dans la merde, d'accord? Donc je vais vous demander de ne pas hésiter à interagir ou pas. Si vous avez envie, si vous avez envie de m'interpeller, n'hésitez pas. Vous êtes OK là-dessus? Ouais. Dans le stand-up, vous savez, le stand-up, c'est un petit peu cette forme d'humour où on parle comme ça, en interaction directe avec le public. On a un code, c'est qu'on fait souvent des sondages, et puis pour demander l'avis des gens, on leur demande d'applaudir, tout simplement. Donc, je vais commencer par applaudissement. Qui me connaissait avant aujourd'hui? Pas compris. Il lève la main. Non, on applaudit. OK, par applaudissement, qui ne me connaissait pas du tout? OK. Je vais vous demander de sortir. Ah, c'est de l'entre-soi ici. Non, on va parler un petit peu des réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est parfois un petit peu tranché. Je ne sais pas si vous observez ça, mais il y a souvent un truc qui est sans nuance, qui est assez radical. Il y a les pour, il y a les contre, moi je trouve. Alors moi, ça me correspond, hein, dans ma logique binaire, je me dis, bon, les pour, les contre, pourquoi pas. Mais très souvent, je trouve que ça manque un petit peu de nuance, en tout cas dans l'appréciation qu'on a des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que souvent, on va fixer les dangers, les trucs. Et moi, je ne suis pas forcément en accord avec ça. Une petite statistique dans mes recherches, c'est que j'ai vu que 51% des Français fréquentent au moins un réseau social. C'est moitié-moitié. Ça reste binaire, ok? D'un côté. Par applaudissement, qui fréquente un peu les réseaux sociaux?
Et puis par applaudissement, qui ne fréquente pas les réseaux sociaux du tout? Ok. Ça fait pas beaucoup de gens, hein, finalement. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'une étude de l'université de Pittsburgh, alors voilà, enfin, j'ai trouvé ce chiffre-là, je trouvais ça intéressant, avait déterminé que sur une population autiste, 67% fréquentent les réseaux sociaux. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, les autistes seraient une communauté beaucoup plus représentée, en tout cas dans son utilisation du support des réseaux sociaux. Maintenant, c'est qu'il y a sans doute une fonction, il y a sans doute quelque chose, en tout cas, à entendre, à comprendre vis-à-vis des réseaux sociaux. Ça vous étonne ou pas? Pas forcément. Moi, ça m'étonne pas du tout. En tout cas, parmi ceux qui ne fréquentent aucun réseau social, c'est plus logique. J'aimerais bien vous poser une question, mais comment avez-vous eu l'info du salon d'aujourd'hui? Par des collègues? Ils sont arrivés au bureau, hey, tu sais quoi, il y a un salon samedi, c'est ça? Et l'info, elle est venue comment pour eux? Par mail. Réseau social. Vous êtes en train de tuer mon truc, tu vois. Tu sais, moi, j'allais faire un truc en disant, bah, vous voyez, on l'utilise. Non, mais en fait, les réseaux sociaux, mine de rien, ça prend quand même une place dans nos vies et c'est omniprésent. Beaucoup plus, vraiment, maintenant. Le réseau social, c'est quoi? C'est un espace virtuel où on va pouvoir communiquer, recevoir de l'information ou tisser des liens. On est à la fois dans quelque chose qui relève de la présentation de soi, avec des gens qui s'érigent eux-mêmes un podium pour mettre les projets sur eux. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Ou autrement, des choses très utilitaires. Si on fait un petit historique des réseaux sociaux, le tout premier réseau social, vraiment connu en tout cas, il date de 1997. D'accord? Avant même la bulle Internet de 2000 et tout ça, avant 1997. Il s'appelait Six Degrees. Six Degrees, en fait, c'est un petit lien avec, vous savez, cette théorie de Milgram, la théorie des 6 degrés de séparation. Vous connaissez ça? Cette idée que finalement, on prend un être humain lambda, l'un d'entre vous, enfin je dis pas que vous êtes lambda, mais enfin voilà, et ben finalement on en prend un autre à l'autre bout du monde, il y aurait que 6 poignées de main finalement si on essaye de faire des connexions comme ça. Vous le saviez ça? Non. Et ben a priori, même avec les réseaux sociaux, ça a tendance même à réduire ça. À réduire, on arriverait peut-être à 4 poignées de main. Ça veut dire qu'entre moi et peut-être voilà, quelqu'un que vous connaissez, qui n'est même pas là, enfin, même vous l'avez pas vu depuis 20 ans, enfin peu importe, mais il y a un lien entre elle et moi en fait, et, de connexion. Et donc ce réseau social, Six Degrees, il reprenait un petit peu cette idée-là, ce concept-là, ce concept que les gens pouvaient être potentiellement liés. Enfin bref. Et après 1997, il y a eu un gros boom en 2006 avec vraiment l'arrivée des réseaux sociaux qu'on connaît un petit peu plus. Et puis maintenant, en 2022, c'est un truc où il y a quelque chose qui s'est peut-être soit perverti ou qui s'est décalé. C'est-à-dire qu'à un moment, le réseau social, il était utilitaire. C'est-à-dire qu'on l'utilisait pour quelque chose. On allait l'utiliser parce qu'on allait, je sais pas moi, pour la question pratique, on va prendre rendez-vous avec quelqu'un. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est utile pour la vie réelle. Là maintenant, je trouve qu'il y a quelque chose qui a tendance à se décaler où ça devient quasiment la vie réelle, et ça a un impact direct sur la vie réelle, ça devient même l'origine de la vie réelle, avec tous les travers qu'on voit. Enfin, il y a des gens qui font des twerks dans les églises, je ne sais pas si vous avez vu, enfin, tous les réseaux sociaux, là, enfin, il y a des trucs de dingue qu'on voit de tout, et c'est pas facile en tout cas de faire le tri. Moi j'ai une histoire très particulière avec les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai touché un ordinateur de ma vie, j'avais 24 ans. J'en ai 42, je précise. J'avais 24 ans, donc c'était en 2004 du coup, et j'étais vraiment néophyte, vraiment néophyte. Mais pour autant, depuis quasiment 20 ans, je suis accompagné très souvent par les réseaux sociaux. Mes démarches de questionnement ont été épaulées par les réseaux sociaux, le diagnostic, la suite. Toute cette expression en fait, que vous avez vue en vidéo, le fait aussi de me raconter et de diffuser sur Internet, ce sont les réseaux sociaux. Donc en fait, je ne peux pas en vouloir fondamentalement aux réseaux sociaux d'exister. Au contraire, ils m'ont beaucoup aidé. Et pour autant, à une période, je leur en voulais, les réseaux sociaux, parce que ça me faisait une espèce de miroir sur moi-même, voire un miroir sur les autres, et qui me déplaisait. À une période, j'ai été hospitalisé suite à des problèmes d'épilepsie
que j'ai, en plus, de comorbidité, hein, vous savez. Et suite à ça, en fait, j'avais observé qu'il y avait eu une information sur mon état de santé qui s'était diffusée, mais très rapidement dans mon cercle d'amis. Hein. Il y a pas de, voilà, ça restait dans le cadre privé, mais je trouvais qu'il y avait une rapidité entre voilà le moment où je me retrouve hospitalisé, le moment où les premières réactions arrivent et tout ça, et je trouvais qu'il y avait un truc bizarre, parce que en 3 clics de souris, tu sais, on est passé un petit peu du petit pépin au deuil national. Tu vois, c'était un truc du brouhaha à la minute de silence. Tu vois, il y avait beaucoup de gens comme ça qui me contactaient. Je m'étais happé, je me dis mais c'était qui toi? En CP, on s'est connus, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez un peu l'idée? Et ça m'avait inspiré une espèce de slam à un moment que j'avais pu proposer dans le cadre d'un spectacle, et j'ai envie de vous le faire. Ça va vous faire une petite parenthèse, et ça faisait un truc. Je vous propose un slam. Pour patienter car mon PC rame. Mon crâne est autant dur que mon disque. Je suis grosse tête trépanée. Athlète de la pensée dont on a pensé la tête. Je fais partie d'une team qui a pour quête ultime de gagner de l'estime en donnant de l'intime. À l'ère d'Internet, entre nous c'est pas net. Alerte, je m'échappe sur des touches, les yeux rivés, espérant voir arriver la lettre d'amour qui console, et ne recevoir en retour que 3 lettres d'humour que sont LOL. Oubliant pétale, pistil et tamine, je pédale dans les pixels d'un tas de mimes qui m'effleure. Un homme azerty n'en vaut pas 2. Il est seul, avatar, anonyme, vantard, pseudonyme, qui partage la même demeure empruntée. Dans ce monde, cet écran, ce paradigme, un algorithme. Puis-je encore voir mon hashtag en peinture lorsque je tag sur mon propre mur? De quoi je me mêle quand j'y mêle? Je mets les pieds dans un nuage de notifications. Les réseaux sociaux ont raison de nos soucis. Pour 3 francs 6 sous, on se sent 6 sous ivre de se faire voir, sans aller se faire voir, se faire buzzer. On ne perd pas la face à ne se voir qu'en photo de profil. Fil, trouve ton fil de toi, le fil de soi. Dans cette grosse toile, le self va régner. C'est ainsi, c'est inscrit. Je suis inscrit, je suis ainsi. De la GoPro au Projo, l'objectif c'est l'ego. Il est où le temps où je jouais au Lego? Culte du ragot dans ce monde de dingo où on se sculpte une actu à coups de statue qui laisse de marbre. Quelle époque, cette époque d'époque lisse, où on s'affirme à coups de police, de caractère, terre à terre. Avant, on ripostait. Maintenant, nous sommes postés, prostrés, prosternés sur la facilité d'apposer son petit like plutôt que d'oser un gros « je t'aime ». Parce qu'on s'aliène d'applications plus que l'on ne s'applique à être en lien. Voilà, j'ai fait un petit vin. Alors du coup, j'avais balancé ça à une période où j'étais en colère parce que je trouvais que les réactions des gens, elles étaient extrêmes et tout, et je me sentais un petit peu pris en otage d'une espèce de support un peu immatériel. Mais cela dit, les réseaux sociaux, je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Alors, quand on imagine un peu les réseaux sociaux, déjà, on va voir un peu la définition, en fait, définition de réseau social. D'un côté, il y a réseau, qui signifie quelque chose qui est peut-être un peu coordonné, voilà, où il y a des connexions qui se font, et social, où je trouve qui concerne un peu un groupe d'humains, et ça devient beaucoup plus versatile, beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus compliqué. Réseau, étymologiquement, ça veut dire filet. Donc un filet, on imagine un filet, c'est quoi un filet de pêche? Il y a des mailles, on voit bien, ça fait des petits carrés, et puis on peut les dupliquer, les petits carrés, et puis finalement, on arrive un petit peu à prédire tout ça, en fait. Et en fait, c'est cette logique d'algorithme, vous voyez? Moi, j'ai tendance à penser que ce qui est plutôt pratique dans un réseau social, et qui peut-être peut convenir justement à des personnes qui vont être autistes, c'est cette question d'algorithme. Pourquoi ? Parce que j'ai tendance à me dire que pour comprendre le mode de pensée d'un autiste, il faut piger ce que c'est un algorithme. L'algorithme, c'est une suite d'étapes qu'on va identifier,
qu'on met dans une porte d'entrée et ça amène systématiquement un résultat, en fait. Et donc finalement, la manière dont fonctionne le réseau social, c'est une manière de se faire des amis en mode algorithme. Et moi, je trouve que c'est assez raccord avec la pensée autistique. Pour comprendre la pensée autistique, il faut se dire que chaque situation va entraîner des modèles. C'est-à-dire qu'en permanence, on va être dans une manière de générer de la causalité. Chaque chose qui est visible rentre en ligne de compte et amène un résultat. Si on retrouve ces deux éléments à un autre moment, logiquement, on arrivera au même résultat. Pour vous donner un exemple, par exemple dans le cadre de mon travail, un jeune qui se retrouve en internat, il va appeler ses parents, un jeune autiste, il va appeler ses parents et puis tout d'un coup, au téléphone, on va l'entendre hurler, tu sais, « Bonne nuit !» Je me dis « Mais pourquoi tu hurles? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu hurles au téléphone ?» Et en fait, on va comprendre qu'à la maison, les parents sont en bas, lui il est en haut, et donc finalement, il a pris l'habitude de leur dire « Bonne nuit » en haussant le ton et en parlant fort, parce qu'ils sont à distance. Ça a été modélisé, et puis finalement, systématiquement, dès qu'il sera amené à dire bonne nuit à ses parents, eh ben, il hurlera bonne nuit, comme d'habitude. Un autre exemple, là, donc, vous avez vu donc, que je fais des vidéos via YouTube. Alors, j'ai un groupe de jeunes qui s'y sont mis, des adolescents qui se mettent aussi à vouloir faire du YouTube, parce qu'ils modélisent un peu, et puis ça fait partie aussi de leur génération. Et on avait pris des petites habitudes, faire des petites routines qu'on avait entre nous. C'était d'un petit peu de comparer nos statistiques sur nos chaînes respectives. Et puis un jeune était très fâché parce qu'il me disait « Ouais, Fabrice, t'as combien d'abonnés maintenant ?» Bah, moi, j'ai tant. Oh, moi, j'ai pas eu de nouveau et tout. Et il était vraiment fâché, il était en colère, il comprenait pas. Et puis, il est venu me voir et il me dit « Mais de toute façon, je sais ce que je vais faire. Je vais boire du café. » Je dis « Ah bon, tu vas boire du café, mais pourquoi ? » Bah, tu bois du café, tu as plus d'abonnés. Bah, si je bois du café, j'aurai plus d'abonnés. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de déceler en fait, un élément qui peut faire explication, parce qu'il y a toujours ce recours à la rationalisation. En fait. Et ça, je l'avais vécu notamment quand j'étais enfant. Je m'étais figuré en fait, que le feeling, les atomes crochus, étaient quelque chose d'observable. C'est-à-dire que ce qui faisait que les gens étaient en lien devait être observé quelque part. Il devait y avoir un dénominateur commun entre les gens qui fait qu'ils s'entendent. Je n'avais pas forcément la notion du fait qu'on peut s'entendre avec quelqu'un, voilà, sans qu'il y ait de marqueur, mais le courant passe en fait. Et j'avais repéré en fait que c'était la mode des pins. Vous vous rappelez des pins ? Voilà. Bon, j'avais vu qu'il y a des copains, ils sont copains, ils se félicitent avec leurs pins et tout. Bah, je me suis dit, je vais arriver avec plein de pins et puis comme ça, je serai doublement félicité, triplement félicité parce que j'ai plein de pins. Ça marchait pas. Quand j'étais arrivé au collège, j'avais une espèce de croyance qu'en fait, les liens qu'on pouvait avoir avec les gens, c'était en lien avec les marques de chaussures qu'ils avaient en fait. Parce que je repère que dans un groupe qui m'intéresse, il y a un dénominateur commun qui est une marque de chaussures. Je me dis que je vais mettre cette marque de chaussures et je serai copain avec eux. C'est assez évident, finalement, dans l'absolu. Parce que c'est une logique en algorithme. C'est ça que je voulais dire. Cette logique où, finalement, A plus B donne C. C'est tout, ça ne peut pas être autre chose. C'est le côté un petit peu difficile de l'accès à la nuance et puis aussi de la cohérence centrale, je trouve, parfois. Bref. S'il fallait, par exemple, que je conclue, je ne conclue pas, mais imaginons, si je devais un peu résumer moi ce que je pense des réseaux sociaux, je conjuguerais au conditionnel en fait, et je dirais que pour moi, les réseaux sociaux, c'est un réel support pour travailler les habiletés sociales et la communication. Mais le problème, c'est que les neurotypiques, entre guillemets, les utilisent pas forcément en conformité avec ce qu'ils sont dans la réalité. Et donc, du coup, ça maintient et creuse davantage un fossé entre deux mondes qui peinent à coexister dans la vie réelle. Je m'explique. Ce qu'il y a de pratique dans un réseau social, pourquoi ça peut intéresser des populations plutôt autistes, c'est qu'il y a quand même
une facilité dans le contact. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup moins d'énergie parce qu'on est en relation, mais dans le silence, ça peut se passer dans le silence de son écran. On peut faire l'économie de l'étude des regards, le message il est direct, il n'y a pas forcément d'implicite. Finalement, c'est assez pratique en fait. Il n'y a pas besoin non plus, vous savez, de tout ce qui relève de la fonction fatigue. Vous savez, en communication, la fonction fatigue, c'est toutes les petites dinettes qu'on va faire pour entrer en relation avec les gens. Vous savez, vous croisez quelqu'un, il vous parle d'autre chose et vous comprenez. Parler de la météo, par exemple, on parle de la météo. Tous ces trucs-là, en fait, les autistes en général, ils ne savent pas trop faire. Parce que si on leur parle de la météo, il fait beau, ils parleront vraiment de la météo et puis ils vont aller vraiment, ils rentreront dans des considérations pour le coup explicites, sans se dire que c'est une manière, vous savez, c'est un petit peu comme une danse animale, un peu comme ça, en relation, les gens ils se parlent, ils se disent 2-3 trucs, mais en fait il y a une autre chose à dire. Bon, et il n'y a pas ça dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en général, tu as très peu de ouais, bonjour, ça va, machin, tu fais quoi? Non, en général, il y a quelqu'un qui poste quelque chose et puis une autre personne derrière, elle répond en fait, elle répond direct. Et d'ailleurs, il y a une tendance d'ailleurs à venir sans dire bonjour. Je trouve déjà les gens ils répondent comme ça sans dire bonjour. Mais bon. Et mine de rien, c'est plutôt pratique. Vous savez, vous pouvez rester en lien en mettant juste un j'aime. Un j'aime, ça montre que vous êtes là. Vous n'avez même pas besoin forcément de demander, de donner votre avis. C'est plutôt pratique. Tout est à l'écrit. Vous avez le temps de lire. Vous savez, parce que les mots, la parole, c'est un son. Hein, et un son, c'est fini. C'est quelque chose qui circule. Et puis une fois qu'on l'a entendu, on ne l'entend plus. Un texte, c'est comme une image. On a le temps de s'arrêter dessus, de bien intégrer en fait tout ce que ça implique. Donc mine de rien, moi je trouve que si on regarde la diade autistique, vraiment sur l'aspect de communication, de déficit d'interaction, de communication, il y a quelque chose qui est assez facilité, je trouve, pour une personne TSA, d'utiliser ce média. De même qu'il va y avoir par exemple des rappels d'anniversaire, des choses comme ça. C'est plus facile, tu reçois un message en disant bah tiens c'est l'anniversaire d'un tel, hop t'envoies un petit message et puis tu maintiens le lien. Voilà, enfin il y a quelque chose je trouve qui est assez pratique. D'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo qui traite de cette question du lien. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, j'ai découvert à 24 ans l'ordinateur et direct, je me suis inscrit sur un réseau social. Et direct, ça a été corrélé à une nouvelle raison de m'engueuler avec ma femme, en fait. Parce que je m'étais inscrit sur un site de rencontre. Mais je ne savais pas que c'était un site de rencontre. Hein. Enfin, moi, je voulais juste rencontrer des gens. Pourquoi? Parce que mon drame existentiel, c'est vraiment cette question du lien, en fait, du lien et de maintenir le lien. Donc, je ne sais pas si en régie, on peut me mettre la vidéo qui s'appelle « Maintien du lien ». Je pense que c'est, je ne sais pas, en régie. Attendez, est-ce que j'ai accès là-dessus, moi? En fait, il n'y a plus de régisseur, c'est ça? J'ai trouvé un truc, là. Ouais, je vais vous montrer. Selon toute vraisemblance, tout porte à croire que j'ai encore merdé socialement. Ah, mais c'est pas celle-là. Oh, il vient de m'arriver un truc bizarre et je pense que j'ai bugué. Mais avant, il semble important que je repose un peu le contexte. En ce moment, je fais du tri chez moi, du grand rangement. Je vire des trucs, je fais le jardin, bref, je passe ma vie à la déchette. Et moi, la déchetterie, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'adore le sentiment de vider. Le seul truc qui me gêne, c'est le moment où je me rends à la déchetterie et que je suis dans ma voiture. Oh putain, j'espère que je vais pas me faire engueuler par les messieurs de la déchetterie. J'ai toujours peur de pas mettre mes déchets au bon endroit. Et du coup, de me faire alpaguer. Bop, 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 bop. Ça c'est carton ça. Oh, les bouquins c'est dans la poubelle jaune, hein, c'est pas ici. J'ai beau essayer d'être assez consciencieux sur le tri sélectif, parfois j'ai un doute. Monsieur de la déchetterie, où c'est que je mets ça? Gravat. Merci, et ça? Et là je lis dans son regard qu'il traverse un instant dubitatif. Il ne sait pas. Et à partir de là, je sais ce qu'il va me répondre. Tout venant. Tout venant, c'est la réponse fourre-tout. Bref, je vous raconte ça pour poser le contexte, mais mon bug social ne se situe pas là. Et pourquoi t'en viens pas au fait directement? Parce que très souvent, dans mes explications, je me noie dans des détails. Toujours est-il qu'il y a 2-3 semaines, j'étais en train de faire le tri dans mon garage. Et à ce moment-là, j'avais croisé mon voisin qui se baladait avec ses enfants. Et au moment où il est arrivé à mon niveau, comme tout voisin normalement constitué, il s'est adressé à moi. « Bonjour Fabrice, on fait du tri !» Oh, bonjour voisin, donc je connais pas le prénom. Mais non, je fais pas du tri, je suis en train d'embaumer ma belle-mère, ça se voit, non? Évidemment que j'ai pas répondu ça. Mais n'empêche que j'observe que dès qu'on fait quelque chose, les gens se sont obligés de signifier ce qu'on est en train de faire. Ah, on fait du tri! On est en train d'arroser ses fleurs! On revient des courses! Non, mais c'est sympa de le préciser au cas où j'avais oublié. Mais moi, je sais que c'est une manière de rentrer en communication.
Je le sais bien, mais je sais pas comment rebondir. Alors je me contente simplement de répondre « Oui, il faut !» Toujours est-il que ce jour-là, les enfants de mon voisin ont repéré ce que j'étais en train de jeter, à savoir des jouets pour enfants. Alors dans son extrême générosité, ma femme m'a proposé tout simplement de donner ses jouets aux enfants. Du coup, les gamins se sont servis, ils étaient heureux. Et moi j'étais content parce que ça faisait un peu de vide. Merci beaucoup Fabrice. De rien. Voisin donc je connais pas le prénom. Et cette histoire aurait pu s'arrêter là. Bah non. Elle s'est pas arrêtée là, l'histoire. Là, Tipa, qu'il y a une demi-heure, ils ont débarqué. Je veux dire, toute la famille, ils ont débarqué. Chez moi, alors que j'étais tout seul, tranquille, en train de regarder le vide. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été pris d'effroi. Bonjour, voisin. De quoi? Bonjour, Fabrice. Putain, ils sont deux? Hein? Bonjour, le voisin. Oh putain, il y a des gamins aussi. Face à moi, j'avais une famille de 4 personnes. La maman tenait des fleurs et la petite fille tenait des trucs à bouffer. Alors que j'étais à peine en train de réaliser ce qu'il était en train de se passer, je luttais pour éviter que ma fofolle de chienne se barre dans la rue ou saute sur un gamin. Oui, bonjour les voisins. Et pour m'aider dans cette délicate situation, ma voisine a proposé que toute la petite famille fasse un pas d'1 mètre. Bim! Et ainsi toute la famille se retrouvait à l'intérieur de ma maison. Non! Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, ils m'ont rapidement expliqué la raison de leur visite. Ils souhaitaient tout simplement me remercier pour tous les jouets que j'ai offerts à leurs enfants. Et en fait, les fleurs et la bouffe, c'était une manière de dire merci, en plus de dire merci. Je vous cache pas que j'étais dans une situation délicate à gérer 4 personnes qui étaient venues chez moi sans prévenir. Et le problème, c'est que pendant qu'on était dans le couloir, ils arrêtaient pas de me parler. Et votre fille, elle est pas là ce soir? Non, elle est partie faire un stage d'équitation. Oh, mais dites-moi, elle est à quel centre équestre? Oh, mais vous avez ça aussi chez vous? Nous aussi, on a le même. Non, on n'a rien en commun, cassez-vous! Parce qu'on aimerait bien inscrire notre fille l'année prochaine. Est-ce que vous avez l'adresse? Putain, ils cherchent à créer le lien! Alors je sais pas si c'est leur planning ou ma posture qui a fait qu'ils ont décidé de partir. Toujours est-il que j'étais bien soulagé. Bonne soirée et à bientôt. Au fait, si votre fille veut faire du roller avec la mienne, qu'elle n'hésite pas. D'accord, non seulement t'as débarqué à l'improviste, mais maintenant tu ouvres carrément sans frapper. C'est quand même difficile d'investir pleinement une interaction lorsqu'au fond de toi, tu n'as qu'une seule intention, faire en sorte qu'il se barre au plus vite. Quelques instants plus tard, ma femme est revenue. Ça sent le parfum ici. Et moi, pour lui faire une blague, j'ai dit oui, j'ai fait venir une femme à la maison. Avec un mari et 2 enfants. Oh putain, elle est de mèche avec les voisins. Mais non, je viens de les voir sortir de la maison. Alors je lui explique qu'ils sont venus nous dire merci pour la dernière fois et je lui montre les présents qu'ils nous ont offerts. Tu leur as pas payé un coup? Bah non, pourquoi faire? Bah pour les remercier. Pour les remercier d'être venus nous remercier. Mais ça en finit pas. Bah non, parce que c'est comme ça que ça se fait. Bah non, ça se fait pas de débarquer chez les gens comme ça à l'improviste. Sincèrement, vous êtes toujours les bienvenus. Mais la prochaine fois, n'hésitez pas à faire venir votre grand-mère, voir vos cousins, les Gypsy Kings. Bah oui, mais c'était une occasion, t'aurais pu quand même. Oups! Je vous cache pas que pendant les minutes qui ont suivi, j'ai un peu ruminé, me demandant si j'avais pas merdé. Alors pour penser à autre chose, je me suis dit tiens, je vais manger un truc. Et si je goûtais la pitance qu'on m'a offert? Et à ce moment-là, il y a un truc bizarre qui s'est passé en moi, parce que la pitance ressemblait fort bien à ce qui peut s'apparenter à un apéro. Je me demande si mes voisins ne sont pas venus pour se faire payer l'apéro. Est-ce qu'ils sont venus juste comme ça pour dire merci et nous offrir des fleurs et à bouffer? Tant qu'à faire, autant venir à 4. Ou est-ce qu'il y avait peut-être une volonté implicite de se faire inviter? Et moi, de ma position, est-ce que j'aurais dû proposer quelque chose? Parce que du coup, maintenant, j'ai des flashs. Notamment les gamins qui se sont rués au fond du jardin pour aller sauter sur le trampoline. À moins que les gamins, ils aient pas trop de codes sociaux et direct, ils s'installent. Si ça se trouve, ils s'étaient mis en tête d'avoir un peu de temps pour jouer sur le trampoline. S'ils se sont mis ça en tête, c'est peut-être que les parents ont dit qu'ils allaient boire l'apéro chez le voisin. Là, j'ai l'impression d'avoir été pris dans une espèce de scénario kafkaïen vis-à-vis de mon voisinage. D'un côté, j'aurais peut-être dû être courtois et leur proposer de s'installer et de boire un coup. De l'autre, ça se fait pas de débarquer chez les gens. À part ça, c'était plutôt bon ce qu'ils nous ont préparé. Et dans cette histoire, ce qui est vachement dommage, c'est qu'ils sont super gentils et que dans d'autres conditions, je me serais comporté différemment. Alors je vous propose de donner votre avis en commentaire. Si vous pensez que Fabrice aurait dû payer un coup, tapez 1. Si vous pensez qu'il aurait jamais dû ouvrir la porte et faire semblant de pas être là, tapez 2. J'hésite, je vais demander l'avis du public. Vous pouvez aussi passer un appel à un ami. Non, pas de téléphone. Je sais qu'avec ce genre d'histoire, je vais ruminer. Et après, ça me mettra mal à l'aise quand je croiserai mon voisin. Et dans le fond, je me dis que manquer de codes sociaux face à des gens qui ont manqué de codes sociaux à la base, bah c'est moins choquant. Même si moi, dans le fond, j'ai pas fait exprès et en plus, j'ai l'impression d'avoir été correct. Et à aucun moment, je n'ai eu la présence d'esprit de sortir ma botte secrète. C'est le Covid, on n'approche pas. Parce que je veux pas dire, mais l'excuse des gestes barrières, c'est plutôt pas mal pour préserver son périmètre de sécurité. Ouais, Fabrice, ça te dit de passer à la maison? J'ai invité quelques copains. Rejoins-nous. Ah, c'est pas possible, tu sais, je suis qu'à contact. Bon, après, moi, j'étais fatigué avec mes tours à la déchette. Cet après-midi, j'ai fait mon jardin. Et le jardin, pour moi, c'est comme le bricolage, tu vois. Faudrait qu'un jour, je vous fasse une vidéo sur moi et le bricolage. Tu vois, si je rends service à quelqu'un, que je vais chez lui pour l'aider à faire un peu de bricolage, bah ça se passe pas bien. Au départ, j'y vais le cœur sur la main pour rendre service. En fin de journée, il porte plainte contre moi. Faudrait vraiment que je vous en parle pour une prochaine vidéo, tiens. Bon, je vous laisse. Je retourne réfléchir à cette histoire de voisin. Excite-toi pour le rôle, là, pour le film. Oui, bonjour les voisins. Elle est excitée, ma chienne. Excite-toi un peu, sais pas comment on éteint. Alors en fait, c'était pas du tout cette vidéo que j'avais envie de montrer. Mais cela dit, bon, mine de rien, c'est le genre de situation qu'on peut vivre dans la vie réelle et qu'a priori, on est protégé un petit peu plus sur les réseaux sociaux, hein, quand même. Donc, vraiment,
en termes de réseau social, je pense qu'il y a quand même une vraie économie qui est assez pratique en fait au niveau des personnes TSA et qu'il y a quelque chose d'assez facilité en termes, je trouve, de communication assez simplifié. J'ai tendance à penser qu'en fait, c'est une manière qui est assez pratique d'être en relation tout en restant à distance des gens. Donc c'est plutôt pratique. Mais le problème, c'est que les gens, on va dire, qui seraient non autistes, ben, il y a quelque chose qui est complètement exacerbé en fait chez eux, pour le coup, qui fait qu'ils ne vont pas se comporter sur les réseaux sociaux comme ils sont dans la vie réelle. Alors qu'un autiste sur un réseau social, il pourrait se rapprocher beaucoup plus d'une vision très classique en fait en termes de communication. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'il y a un décalage en fait qui se fait aussi de par les réseaux sociaux, là où une personne autiste pourrait rejoindre en fait des personnes qui ne sont pas autistes. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non? Si ou pas? À peu près. Bon. En tout cas, en termes de communication, si on prend vraiment ce premier point de la diade autistique, moi je trouve qu'on y est. Et puis c'est vrai que mine de rien, il y a beaucoup, moi j'en connais plein, je suis plutôt social, je côtoie du monde, mais il y a beaucoup de gens en fait autistes qu'on peut croiser peut-être sur les réseaux sociaux pour le coup, qui utilisent aussi ce média-là pour sortir de leur isolement. Ils n'ont pas forcément d'autres relations en fait, sociales que celles qui existent dans les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Et mine de rien, c'est un plus. C'est vraiment un plus aussi pour ces personnes-là parce que ça permet finalement d'entretenir du lien en étant beaucoup moins effracté, avec beaucoup moins d'impact. En restant à distance, et d'avoir une communication qui est indirecte. Indirecte parce qu'il y a ce média-là qui autorise une temporalité, qui autorise, qui protège un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi comme intérêt? C'est justement cette question d'intérêt. Parce que si on prend par exemple dans les comportements, la deuxième partie de la diade autistique avec tout ce qui est comportement répétitif et intérêt restreint, les réseaux sociaux sont quand même un espace qui autorise justement le partage des intérêts. Et je ne sais pas si vous vivez ça. Les personnes qui sont par exemple TSA parmi vous, je ne sais pas, ce n'est pas écrit sur votre front, mais si vous participez à des groupes d'intérêt, mais c'est l'éclate. C'est génial, en fait, d'être sur un groupe où on parle du même sujet. Et toute la journée ou pas, on parle régulièrement. Et c'est génial parce que là, pour le coup, on ne devient pas un peu... on a le droit d'être expert, en fait. Et c'est plutôt valorisé. Dans la vie réelle, tu parles de ton intérêt, ça va saouler les gens. Ça va saouler les gens. Oh, il parle tout le temps, il est en monomaniaque, il est en boucle sur son truc. Mais t'en parles sur un réseau social dédié à ça, c'est comme ça, c'est accepté. Personne ne te reprochera d'apporter des informations parce que tout le monde est avide de ça, en fait. Et je ne dis pas que c'est des groupes d'intérêt où il n'y a que des autistes, même des gens. Moi, je fais partie d'un groupe d'intérêt parce que j'ai un de mes sujets favoris, ceux qui me connaissent le savent, c'est Les Dents de la Mer, le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, 1975. J'en parle tout le temps. Enfin, il ne se passe pas une semaine sans que je récolte pas des infos sur ce sujet-là. Voilà. Et je fais partie d'un groupe, en fait, d'un groupe Facebook dédié à ça. Et mais c'est génial. C'est génial parce que là, pour le coup, on a vraiment ce sentiment que finalement, les barrières s'enlèvent, en fait. S'enlèvent. Il y a plus, on ne me demande pas de me comporter comme ci, comme ça, en fait, dans cet espace. Parce que finalement, c'est un espace restreint qui autorise, en fait, l'expression de cet intérêt-là. Et c'est plutôt chouette. Alors que dans d'autres espaces, c'est pas possible. L'autre fois, j'étais en réunion au boulot, j'entends mes collègues qui parlent, c'était l'anniversaire d'une collègue, elle avait 27 ans, mais j'avais qu'une envie, c'était de lui dire ouais, c'était au même âge que Spielberg a réalisé son film. Enfin, ça n'avait rien à voir avec le truc, mais j'avais trop envie de le dire, en fait. Et c'est pour ça que c'est plutôt... c'est plutôt cool, en fait, qu'il existe aussi des endroits comme ça pour pouvoir parler de ses intérêts avec des gens qui s'intéressent à ce qui nous intéresse aussi. Mais il y a aussi
le rapport qu'on va entretenir avec le réseau social. Parce que on reste autiste, donc finalement, notre fonctionnement autistique va se reproduire aussi dans la manière dont on utilise en fait le réseau social. Parfois, je trouve qu'on n'est pas loin en fait des comportements addictifs, vous savez. Une addiction, si on prend par exemple le modèle d'Olivenstein qui parle de triangulation, il va dire qu'une addiction se crée à un moment quand c'est une rencontre en fait entre une personnalité, un contexte socio-culturel donné et puis un objet en fait, un objet d'addiction, un support. Là, pour le coup, ce serait le média, par exemple, le réseau social. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très très proche en fait dans le rapport que pourraient entretenir aussi les autistes vis-à-vis des réseaux sociaux, de ce qu'on pourrait retrouver dans justement la question des addictions, avec ce qu'on appelle notamment le cycle de Thorndike. Le cycle de Thorndike, c'est assez simple, c'est de se dire que deux stimuli opposés amènent la même réponse. C'est ça qui crée le cycle, en fait, le cycle du comportement. C'est-à-dire, je suis stressé, je vais me soulager en m'évadant, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et je suis content, je vais l'exprimer sur les réseaux sociaux. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de boucle comme ça. Et moi, j'observe quand même que si j'ai commencé à fréquenter les réseaux sociaux en me disant, tiens, je vais essayer de rejoindre la normalité. Alors quand je dis normalité, c'est pas un gros mot, c'est la vision que j'avais de ce que j'aimerais être ou de ce que je suis pas et ce qui me pose problème en fait. Réduire en fait la distance de moi avec les autres. Et mine de rien, j'observe que j'ai reproduit quand même le fonctionnement autistique dans la manière dont j'appréhende l'objet en fait, l'objet. Parce que je me rends compte qu'en fait, ce qui me plaît parfois, c'est plus en fait de manipuler je dirais l'espace virtuel plus que ce qu'il y a dedans en fait. Je suis pas encore en fait à l'intérieur, je trouve au cœur des relations sociales, même via ce média. Alors du coup, j'ai mes petites routines qui s'installent. On regarde les notifications, voilà. On va poster des choses à telle heure et telle chose. Il y a quelque chose de très prévisible finalement dans les réseaux sociaux. Et ça devient même très, très, très stéréotypé, je trouve. Et il y a quelque chose, en fait, dans mon parcours qui m'a énormément apporté, c'est de me rendre compte que les expériences que j'ai vécues par les réseaux sociaux, ça a été un sacré miroir sur mon propre fonctionnement, en fait. Et c'est pour beaucoup, en fait, les choses que j'ai vécues par les réseaux sociaux qui m'ont amené à me comprendre beaucoup plus. Je m'explique. Il a fallu que j'ai à peu près 5000 abonnés sur mes réseaux pour me rendre compte que tout le monde ne pensait pas comme moi. Ça a été quelque chose de très dur parce que j'ai une espèce d'illusion en fait que ma pensée est partagée et que tout le monde est d'accord. Alors du coup, je postais des trucs me disant ouais, mais de toute façon dans mon réseau tout le monde pense comme moi. Enfin c'est normal en fait, c'est mon réseau. Avec beaucoup de difficultés à me dire en fait qu'on ne pourrait pas trouver ma pensée légitime ou juste en fait. Ça a été quelque chose de très compliqué. Et de temps en temps, il y avait des petits accidents dans les réseaux sociaux que j'ai vécu, des petits accidents comme ça, des petits couacs qui me mettaient pas bien, où je postais un truc et je voyais une réaction négative, je me dis mais j'ai l'impression de découvrir les gens, c'est pas possible qu'on ait. Et là souvent il y a des sujets un peu sensibles, vous savez, il y a des sujets quand on va toucher. Là sans doute que l'histoire du Covid, l'histoire de peut-être quand il y a des attentats, quand il y a vraiment des situations qui vont toucher une masse de gens, des sujets qui divisent énormément. C'est là qu'on se rend compte aussi de ce que pensent les gens, etc. Et moi, je me suis rendu compte de ça, qu'à un moment donné, des gens ne pouvaient pas être d'accord avec moi, et je souffrais qu'on ne puisse pas comprendre, en fait. On me dire, c'est pas possible. En fait, c'est de la théorie de l'esprit, en fait, que j'essaye de... Enfin, c'est de l'apprentissage de la théorie de l'esprit que de s'exposer sur les réseaux sociaux et de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont des avis divergents, en fait. Et mine de rien, ça vous paraît peut-être con, ce que je dis, mais pour moi, c'était énorme, en fait, parce que c'est quelque chose dont je ne me rendais absolument pas compte, en fait, mais pendant très longtemps, qu'on ne pensait pas comme moi. Mais pourquoi ?
Parce que en vie réelle, je ne vais pas capter forcément la désapprobation qui est silencieuse. Quelqu'un qui dit rien, il ne dit pas ce qu'il pense, il ne dit pas qu'il n'est pas d'accord. J'en sais rien. Il fronce des yeux, je me dis peut-être qu'il a une conjonctivite ou il y a du soleil dans ses yeux. J'en sais rien. Je ne vais pas forcément l'associer directement à ce contexte-là de la conversation. Et les réseaux sociaux ont autorisé ça, en tout cas chez moi, en fait. Cette rencontre un petit peu avec moi-même. Notamment sur des messages que je pouvais recevoir de personnes, quand j'étais sur des forums ou des choses comme ça, qui me disaient ouais, t'es impressionnant et tout, t'es cash et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis doux comme un agneau, moi je suis gentil comme tout. Je me rendais pas compte que les mots que je pouvais employer avaient une portée qui... Moi, je disais les choses comme je pensais, je pense. Et pour autant, c'était reçu d'une manière très particulière. Et je me suis posé vraiment des questions, de me dire, mais pourquoi ils ressentent ça quand je dis ça? C'est pas possible. Et c'est quelque chose qui revenait très souvent, en fait, par cette expérience sur les réseaux sociaux. C'était une espèce de feedback que des gens me renvoyaient sur la manière dont ils me percevaient par rapport à ce que j'écrivais, en fait. Et finalement, il y avait une forme, je trouve, de vérité par rapport à ce que je suis peut-être. Donc c'est des petits constats comme ça que j'ai pu faire. Et à un moment donné, lorsque notamment j'ai commencé à publier des vidéos pour me raconter, donc m'exposer un petit peu, j'ai voulu faire un peu le jeu des réseaux sociaux, c'est-à-dire être sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'avais un compte partout. partout. Et puis finalement, je voyais bien que j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à gérer plusieurs comptes parce que j'ai plutôt des tendances monomaniaques et monotâches. Et que finalement, dès que j'ai une habitude dans un support, j'aime bien y rester, en fait, là-dedans. Sauf que je me suis retrouvé à me faire harceler, en fait, par une personne, voilà, enfin, qui avait sans doute des soucis, qui avait jeté son dévolu pathos sur moi, en fait. Et qui s'est mis finalement à m'envoyer des messages violents, d'une extrême violence. C'est pour ça que ceux qui ont vu peut-être la vidéo juste avant qu'on arrive, j'évoquais une plainte et tout ça. Enfin bon, bref. Et je me suis retrouvé, à un moment donné, l'histoire, c'est simple, c'est une publication qui est mal interprétée. Et par j'en sais rien, le truchement du raisonnement ou par, des fois, vous savez... tout est interprété maintenant, tout est voilà. Toujours est-il que ça a été mal interprété. Une personne me fait savoir avec véhémence un peu. Bon, je le rembarre, je dis je suis pas un service après-vente, je suis pas un service public, c'est mon profil avec 5000 abonnés. Donc mon profil, non, c'est un espace partagé. C'est mon profil. Voilà, enfin, c'est toi qui es tordu d'imaginer de voir des trucs derrière ce que je poste. Bref. Sauf qu'il n'a pas du tout aimé. Et du coup, il m'a retrouvé sur tous les réseaux, partout. Alors, tant que c'était des réseaux en lien avec le TSA, où finalement, j'accepte de m'exposer, ça me posait pas problème. Mais à un moment donné, tu fermes toutes les portes, sous-entendu, on verrouille tous les comptes, et puis l'autre, il revient par la fenêtre, du coup. Donc, par d'autres espaces. Et finalement, des espaces qui, pour le coup, relevaient vraiment du privé. C'est-à-dire vraiment d'une autre vie que j'ai, plutôt artistique dans un réseau local. Et puis, il commençait aussi pareil à venir. Je ne vous dis pas l'anxiété, en fait, l'anxiété que je pouvais ressentir de me dire qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Il y a une espèce de menace ou quelque chose qui est invisible et qui me traque. Et je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas comment. Et c'est là, vraiment, cette expérience-là, m'a fait me dire ouais, faut que je protège, en fait, faut pas que je sois naïf, faut que je fasse, enfin, que je parte pas du principe que parce que je me trouve gentil, tout le monde me trouve gentil et personne ne veut me faire du mal, en fait. C'est surtout ça. Et ben c'est exactement la même chose de me dire que il me faut 5000 abonnés pour avoir un peu de théorie de l'esprit et de me figurer que l'autre a des états émotionnels différenciés des miens. Bah, c'est au même titre, il a fallu que j'aille à un niveau d'anxiété de dingue avec menaces de mort et des choses comme ça, donc c'est quand même trash, pour me rendre compte qu'il fallait que je fasse gaffe
avec justement cette crédulité que j'ai vis-à-vis de ce que je fais, de cette manière de m'exposer, et puis cette confiance aveugle en fait de me dire, comme je poste des choses positives, c'est assez positif mon message de vulgarisation et de pédagogique, humoristique, pour autant, c'est pas pour autant que je suis protégé en fait. Et on est tous le gentil de sa propre histoire, mais on ne sait pas non plus. C'est M. Chevanet qui disait, je crois qu'on est tous le con de quelqu'un, non? Il n'a pas dit ça ce matin. Et ouais, et on peut tous être à un moment comme ça, pris en grippe, et sans que ce soit rationnel, parce que ça se basait sur quelque chose d'irrationnel. Et c'est quelque chose d'insupportable pour moi quand je ne peux pas trouver une raison physique, explicite, rationnelle, à mes incompréhensions. Et il m'a fallu me retrouver devant un commissaire de police, au commissariat de police, dans une gendarmerie, et arriver à un niveau comme ça pour me rendre compte de ça, en fait, de me dire que, ok, parfois, il y a des choses qu'il ne faut même pas chercher à expliquer, et, parce que sinon, ça deviendrait insupportable, en fait, pour soi, parce qu'il y a des cartographie du monde. Quand je parle de cartographie du monde, il y a des cerveaux qui sont branchés de telle manière, ils sont câblés de telle manière pour penser de telle manière, qui ne correspondent pas forcément à ma façon de penser, en fait. Et c'est en ça que je dis que cette expérience de réseau social, je suis assez actif sans trop l'être, en fait. J'ai un côté un peu... je ne sais pas trop comment dire. En tout cas, cette expérience de réseau social, d'expression, ça a été un truc qui est un sacré retour, en fait, retour sur mon fonctionnement. Beaucoup plus que ce que j'ai pu vivre un petit peu dans la vie réelle, en fait. Donc, en fait, pour moi, c'est un outil formidable parce que c'est un moyen... Notamment, moi je pense à des parents qui se questionnent ou des gens qui se questionnent. C'est vraiment un outil qui permet d'accéder justement à des groupes de soutien. Vraiment, ça c'est super positif. D'ailleurs, je fais partie de la construction du GEM de mon département, dans le Morbihan. Notre GEM, il sera à 2 niveaux. Hein. Il y aura un niveau physique, local, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment une partie GEM avec un local où on reçoit des personnes, et puis une partie virtuelle aussi qui continuera pour des personnes qui sont un petit peu éloignées géographiquement ou ou pour qui c'est beaucoup plus compliqué l'interaction directe. Donc, en tout cas, c'est un outil qui est vraiment formidable parce que ça facilite la communication, parce que ça expose moins, parce que on peut s'autoriser d'être un peu direct, en fait. Voilà. Mais je trouve que de l'autre côté, des personnes qui ne vont pas être autistes, ils vont être directs, ok, ils s'autoriseront beaucoup plus. Mais là où ils s'autorisent parce qu'ils sentent que leur responsabilité est diluée, parce qu'il y a un écran, parce que voilà, qu'ils sont protégés, c'est en décalage avec un autiste qui se sent presque lui-même, en fait, dans ces échanges-là, en fait. Quand je discute avec d'autres autistes sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est assez fluide, j'arrive à comprendre, mais pour autant, je n'arrive pas à rejoindre, en fait, d'autres qui ne seraient pas, finalement, parce que je les trouve particulièrement violents, et ça me semble... je serais vraiment étonné qu'il se passe ça vraiment dans la vie réelle, en fait, qu'on s'autorise ça. Donc, en fait, c'est une histoire de dosage. Toujours pareil. C'est pas tout, c'est pas rien. C'est vraiment de trouver une espèce de juste équilibre pour s'y retrouver, en tout cas, et pour à la fois pouvoir y puiser des bénéfices en termes de communication, de groupe de pairs, pouvoir parler de ses intérêts. Enfin, vraiment, ça peut faire vraiment du bien pour son économie intérieure. Mais faire hyper gaffe aussi, parce qu'il n'y a pas que des autistes, en fait, sur les réseaux sociaux, et que ça peut être source vraiment d'anxiété aussi. Pourquoi ? Parce qu'on... 3 petits points, quelqu'un qui répond, il met 3 petits points après. Comment on interprète les 3 petits points ? Je veux dire, c'est pareil. Il écrit en majuscule, c'est violent, on ne sait pas. Enfin, il y a des choses comme ça qui c'est compliqué. Moi, j'ai pris l'habitude de mettre des petits smileys qui rigolent à chaque fois que je dis une phrase, comme ça je suis sûr au moins, au pire, il pense que je fais une blague, mais il le prendra pas mal, parce que ça part vite en cacahuète, en fait. Parce qu'il y a
il y a beaucoup moins de possibilités de réajuster, enfin vraiment, de réajuster sa posture pour le coup en fait. Je dirais, enfin, puisque c'est écrit, et on maîtrise pas non plus la temporalité de celui qui lit, en fait, et de sa manière dont qui reçoit, en fait. Et ça, c'est encore un truc qu'il faut que je me dise aussi, qu'il faut que j'accepte. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, les personnes qui ne sont pas en présence de moi, donc que je connais, n'existent plus là, actuellement. Ils n'existent plus. Je ne peux pas les imaginer en fait en mouvement, vivre dans leur vie quotidienne en fait. Je peux me les représenter que dans l'espace, mais je pense que c'est valable pour tout le monde, mais que dans l'espace relationnel où on se connaît en fait, du coup. Et enfin bref, c'est ça en fait que j'avais envie d'apporter aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai dit ce que je voulais dire, si je me suis fait comprendre comme je voulais me faire comprendre. Mais j'ai essayé de voilà, faire en sorte que... Bah, à la limite, peut-être que vous n'avez pas compris, mais vous dites il est sympa quand même. Enfin, j'en sais rien. Enfin, mais... Non, c'est parfait et on est pile dans les temps parce que je crois que c'est particulièrement important qu'il y ait un temps de questions-réponses bien équilibré. Donc surtout, vous n'hésitez pas, je suis persuadé, là je vois que chacun va s'armer de son micro. Là. Donc si vous voulez bien vous signaler d'un geste de la main. Il y a peut-être aussi des questions du net qui sont en attente. Damien ? Allez-y, n'hésitez pas. Parfait. Oui, bonjour monsieur. Merci déjà de ce que vous venez de nous dire. Nous sommes tous les deux grands-parents d'un petit garçon qui est autiste aussi, autiste Asperger. Ouais. Et vous nous avez éclairé sur beaucoup de choses. À savoir qu'il utilise énormément... Excusez-moi. Il quoi, pardon ? Il utilise énormément son ordinateur et nous, souvent, ouais. On le coinçait parce que les réseaux sociaux, comme vous dites, pour des gamins, on se dit toujours, on nous alarme à la télé et partout, attention, pas trop d'écran, pas trop de ceci, pas trop de cela. Et pour nous, c'était un problème que de gérer son temps d'écran. Mais là, vous venez aussi nous faire comprendre le pourquoi il est devant ces temps d'écran, parce qu'il n'est peut-être pas forcément derrière des vidéos, derrière des choses comme ça. Non, pas forcément. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis merci de nous avoir éclairés pour ça. Vous savez, il y a... moi, j'ai souvent mon téléphone un peu dans la main. Voilà. Puis je téléphone jamais. Hein. Enfin, je suis pas du genre à téléphoner ou répondre au téléphone. Pourtant, je l'ai tout le temps. En fait, c'est un outil de... Des fois, c'est de la régulation aussi, régulation sensorielle, en fait. C'est ce qu'on va appeler le steaming, de l'autostimulation, des choses comme ça, en fait. Et en fait, c'est ce qui permet de maintenir un équilibre. Il faut vraiment imaginer un... Moi, j'appelle ça dans mes vidéos le bocal à surcharge. Le bocal à surcharge, c'est... faut imaginer que parfois, un bon moment peut être épuisant, en fait. Peut être épuisant, une bonne nouvelle, parce que c'est des choses, tout ce qui va nécessiter à un moment donné une adaptation. Et c'est pas du tout de la rigidité, c'est pas prévu, en fait. Mais c'est juste se dire que... je sais pas si ça parle, cette histoire de fiches techniques. Il faut imaginer des fiches techniques, en fait. Dans le TSA, l'idéal, c'est de vivre plein de situations différentes pour modéliser des fiches techniques qui correspondent, en fait, à des attitudes à avoir, en fait. Des attitudes à avoir en fonction des contextes, tout simplement. Plus il grandit, plus il étoffe, en fait. C'est-à-dire qu'enfant, ça va être très binaire, tout ou rien, voilà. Et puis au fur et à mesure, il va étoffer, et puis il y aura un peu plus de nuances, en fait, parce qu'il fait des expériences, en fait, des expériences qui ramènent des nouvelles infos, qui sont intégrées, et qui permettent, en fait, de comparer et de décider. Mais ouais, du coup, quand il se passe ça, il y a ça, c'est ça qu'il faut que je fasse, et tout ça, parce que des fois, c'est pas évident. Bien sûr. Et
comme on est tout le temps, quand je dis on, je parle de tous les humains, on est des individus proactifs, on est tout le temps dans l'action, on est tout le temps sollicité. Et les réseaux sociaux, c'est compliqué parce que là, maintenant, on est dans des relations qui sont maintenues en fait au-delà de la vie réelle en fait. C'est-à-dire que une relation qu'on a, par exemple, j'en sais rien, que ce soit des relations amoureuses ou même peut-être avec des collègues, ou j'en sais rien, on les voit au boulot, mais le soir, des fois, on continue de communiquer et tout ça. Il y a quelque chose qui est assez permanent. Enfin, en tout cas, c'est assez épuisant, en fait. Et donc, l'ordinateur, l'écran, des fois, c'est même pas en fait le fait des infos en fait qui sont dedans ou ce qu'il fait. C'est juste ce moment en fait qui est octroyé, qui s'autorise, qui permettent en fait de se rééquilibrer pour pouvoir repartir de l'avant en fait. Enfin voilà, de l'avant, voilà, comme ça. Merci. Voilà, une main levée. D'autres questions? Oui. Il y a également, j'ai vu que quand on était dans les réseaux sociaux, des fois, ça inquiète également les parents. Ouais. Et j'ai vu également que quand on était, par exemple, dans les réseaux sociaux et qu'on a trouvé un groupe social, j'ai vu ça sur Wikipédia, les parents se sont inquiétés. Est-ce que ça, dans votre cas, ça vous a déjà arrivé quand vous faites des réseaux sociaux? D'inquiéter mes parents? Que les parents vous inquiètent que vous étiez dans les réseaux sociaux? Parce que moi, comme j'ai 24 ans de ma vie, ça n'existait pas. Donc du coup, c'est sûr. Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a les inquiétudes parfois liées à la méconnaissance aussi. Hein, c'est vrai. Hein. Et en fait, il y a un côté très fondé parce qu'en fait, les adolescents, et là pour le coup, autistes ou pas, en fait, ils sont en permanence confrontés à des images en fait qui arrivent vite. Moi, je vous donne un exemple. J'ai une fille de 14 ans qui, il n'y a pas très longtemps, elle était stressée parce qu'elle était persuadée en fait qu'on allait mourir à cause de l'invasion de la Russie. En fait, pourquoi? Parce que c'est des images en fait qui sont balancées et qui sont plus filtrées en fait. Parce qu'en fait, on est dans une temporalité qui se rétracte de plus en plus en fait. C'est-à-dire ça s'inscrit beaucoup moins dans un temps en fait. Il y a un avant, il y a un après, et puis, il y a un avant, un après, un pendant. On est vraiment dans du maintenant, en fait. Donc c'est assez brut, direct. Et là où les parents, il y a un enjeu, les parents, les éducateurs, c'est d'éduquer un peu aux réseaux sociaux. Ils doivent déjà s'éduquer là-dessus, et puis d'éduquer aussi sur comment maîtriser l'outil pour pas que ça fasse l'effet contraire, en fait, du truc. Ça peut être super... parce que ça peut être super nocif. Vous savez, les réseaux sociaux... Dans l'algorithme, il y a quelque chose qui est quand même assez tordu. Vous observez que vous faites une recherche sur un truc, vous allez recevoir une proposition sur l'autre. Mais il y a aussi un système qui fait qu'on va nous proposer des publications pour nous faire réagir. Mais des fois, pour nous faire réagir, c'est-à-dire des choses potentiellement contraires à ce qu'on pense. C'est-à-dire vraiment pour créer une espèce d'émotion, de réaction et d'investissement en fait dans le truc. C'est assez violent. Parce que potentiellement, on aura beau filtrer, vraiment pour être dans un espace safe, c'est sûr qu'à un moment arrivera des trucs justement, qu'on n'a pas du tout envie de voir, qu'on n'attend pas, et là pour le coup, qui nous surprennent. Donc l'histoire de la prévisibilité, c'est aussi. Donc en fait, vous savez, à un moment donné, ce qui est important, c'est quand même de rejoindre le gamin, rejoindre les jeunes et les adolescents. Si on leur dit ta musique que tu écoutes, c'est nul, de mon temps, c'était ça, la télé-réalité, c'est nul, à un moment donné, on ne le rejoint pas, en fait. Donc il faut essayer de comprendre en fait, sa culture. Et c'est pas facile pour les parents, parce que ça suppose un exercice vraiment de décentration, en fait, de eux, de leur code, leur cartographie du monde, en se disant qu'il y a une autre cartographie qui est celle de leurs enfants, et qui n'est pas la même, en fait. Et si les mondes sont en opposition avec c'était mieux avant ou j'en sais rien, il n'y a rien en fait qui va se construire. Donc il faut essayer de trouver le petit truc. Et je pense déjà, le truc tout simple, c'est de s'intéresser à ce qui regarde en fait l'enfant, ou l'adolescent. C'est quoi qui t'intéresse? Et puis s'intéresser à
pourquoi ça t'intéresse, et puis essayer de créer un échange là-dessus, et puis avoir une veille à la limite, mais sans forcément tout verrouiller, parce que de toute façon, les interdits existent pour être contournés. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond, mais c'est difficile, c'est ce que je disais au début, c'est hyper difficile, je trouve, d'être tranché sur les réseaux sociaux, parce que en fonction du prisme qu'on va prendre, bah ouais, on peut vouloir les fuir complètement, comme vouloir, comme les utiliser, je crois. Je suis autiste et slammer, et j'avais essayé il n'y a pas longtemps de faire des vidéos YouTube, et c'est vrai que j'avais arrêté parce que il y avait des mauvais commentaires et également cette pression des likes. Ouais. C'est-à-dire que je me sentais nulle si j'avais admettons, moins de 50 likes. Ouais. Et comment faire pour pallier à comment faire pour ignorer cette pression qu'on nous met en disant si on a moins de 50 likes, on est nul. Et comment faire aussi pour continuer malgré les mauvais commentaires. Ça chuchote. Ah ouais, c'est là. Je comprends complètement ça, parce qu'en fait, moi, des fois, je vois des gens qui se désabonnent et tout, et je me dis, c'est pas possible, j'ai fait un truc, et j'essaie de trouver la raison, c'est pas possible. Mais il y a des choses qui nous appartiennent pas, en fait. Des fois, des gens se désabonnent parce qu'ils se désabonnent, point. Parce que des fois, on poste... Des fois, c'est en lien avec soi, des fois, c'est pas en lien avec soi. Mais c'est difficile parce que ça nous tient à cœur, en fait, de partager, d'être... voilà. Et il y a une espèce de pression, en fait, de pression sociale aussi là-dessus. Être sur un réseau social qui fonctionne, c'est un marquage, en fait, qui est censé indiquer une espèce de popularité ou quelque chose que c'est bien. On va voir une publication... il y a plein d'avis négatifs, il y a plein de pouces en moins. Spontanément, on va filtrer et puis on verra le négatif. On aura beaucoup plus de mal à prendre du recul. Alors que si c'était neutre, ce serait mieux. Qu'il n'y ait rien, on poste et tout ça. Et en fait, le système, par exemple, YouTube, alors moi, je suis rentré dedans complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais observé que plus ça avançait, plus YouTube, il me rajoutait des options. Et j'avais envie d'essayer les options, en fait. Parce que ça me fait plaisir. Et surtout que moi, je suis très sensible aux étapes. Tout ce qui est étapes, j'aime bien, moi. J'ai plutôt du mal avec l'entre-deux et les choses comme ça. Tout ce qui est les dossiers ouverts, moi, j'ai du mal. Et en fait, YouTube permet de passer des étapes en fonction de la progression de sa chaîne. Et ce qui fait que c'est enfermant, en fait. C'est enfermant parce que tu as envie de... C'est pas que tu as envie de toujours plus, mais tu as envie de profiter de ce qu'on te propose et tu te rends pas compte que tu es happé comme ça dans un système qui fait que plus tu postes des vidéos, plus elles seront, plus tes vidéos seront visibles, plus ça génère du flux, plus il y a des réactions. Et puis si tu arrêtes au bout d'un moment de poster, ça va descendre en fait par rapport à l'algorithme et finalement tu arrives à un truc où tu n'existes plus en fait. Et c'est un truc très, très particulier. Moi, j'ai pas d'avis, je trouve, ou de conseils par rapport aux avis négatifs, en fait, parce que moi, j'ai un peu de mal, quand même. Mais si tu regardes ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche, d'ailleurs. Et tu verras qu'en fait, toutes mes premières vidéos, que j'avais commencé il y a 1 an et demi, systématiquement, dans un épisode, je refaisais l'explication de texte suite à des commentaires, en fait. Où je dis, oh, j'ai vu tel commentaire, et j'étais tout le temps à me justifier. Mais c'est sans fin, c'est sans fin. Donc au bout d'un moment, faut être sûr de soi un petit peu, et puis... sûr de soi... c'est pas facile, en fait, parce que les yaka faucons, ça marche pas, parce que ça dépend aussi de toi, en fait, ta sensibilité, comment t'es, et puis si t'as envie de faire du slam, fais du slam, en fait. Tu vois, c'est ce que j'ai envie de te dire. Et filtre, tu peux paramétrer les commentaires négatifs, voire même ne pas avoir de commentaires, ça c'est possible. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui permettent de se protéger un petit peu. Moi, il y a quelque chose que j'ai paramétré, par exemple. Déjà, j'ai viré tous mes comptes, j'ai gardé que le réseau social bleu et blanc et ma chaîne YouTube.
Et en fait, j'ai paramétré le truc pour qu'on puisse même plus m'envoyer des messages privés, en fait, des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce que quand j'ai eu ma période comme ça, anxieuse, où je vous racontais le harcèlement, j'en étais arrivé à stresser, en fait, de la moindre notification. En fait, ça devenait une attaque en me disant mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on me veut ? Et dès que je voyais un message qu'on m'envoyait, j'y voyais presque de l'ambiguïté, presque en me disant est-ce qu'il y a un double message ? Parce que j'étais perdu, en fait, j'avais plus de certitude, en fait, sur mon truc. Donc, ça peut être raide, hein, quand même. Un autiste qui s'expose sur les réseaux sociaux, vraiment. Hein. Enfin, moi, je le dis, ça devrait être une démarche, je trouve, collective, je trouve, vraiment. Enfin, moi, par exemple, quand j'étais anxieux, heureusement qu'il y avait des petits groupes Asperger sur les réseaux et tout ça, qui étaient là, soutenants, et enfin, qui comprenaient. Enfin, sinon, je ne sais pas comment j'aurais été. Hein. Enfin, bon, fais du slam. Et t'en auras des commentaires négatifs, puis t'en auras des positifs, et puis... Alors, une question, Benoît. Encore 2 questions. 2. Monsieur, qui demande depuis tout à l'heure, et madame, si vous le voulez bien. Et ce sera la dernière question. Donc, encore 2 questions. Je ne sais pas si ça va se formuler comme une question, mais l'expérience que tu as vécue, je tiens à souligner quand même qu'elle est rarissime en ce qui concerne notre genre. Par contre, en ce qui concerne les copines, les camarades qui sont, comment on dit politiquement correct, qui sont explicitement identifiées comme des femmes sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus dangereux d'accepter que ce soit un contact d'amis, etc. C'est moins que rare d'avoir des copines qui racontent que dès qu'elles font ça, elles reçoivent des photos plutôt salaces et compagnie. Tu parles des autistes ? Oui. C'est ça ? Ouais. Enfin, c'est déjà le cas en général, mais quand ce sont des personnes autistes, c'est d'autant plus violent, quoi. Parce qu'il y a un rapport de confiance qui s'établit quand on accepte quelqu'un en contact ou même sans contact. Ouais. Et donc, Jacques, le danger, il est quand même présent. En tout cas, il faut savoir être vigilant et savoir se distancier quand on reçoit ce genre de choses, parce que c'est quand même brutal. Ce que j'observe malgré tout, c'est que les réseaux sociaux, à notre niveau, il a quand même permis une mise en relation sur le territoire et qui a sorti pas mal d'entre nous de l'isolement. Ouais. Parce que, hormis les grandes villes, les métros, enfin les villes où on peut trouver des gemmes, pour les gens qui ont accès aux moyens de transport et qui peuvent s'y rendre, c'est très bien. Mais pour la grande majorité qui sont en milieu rural, qui sont isolés, l'option d'Internet a quand même permis de sortir un peu de cet isolement et donne un soutien. Je me rappelle comme toi, tu as pu le trouver quand tu as été dans cette situation, quoi. Ouais, et puis si on prend, déjà, les délais CRA, on les connaît. C'est hyper long. Qu'est-ce qu'on fait entre le moment où on commence à se questionner, le moment où on a un rendez-vous? Le libéral, ils sont pas tous spécialisés, ou ils sont pas tous. Faut les trouver, hein, des fois. Il faut trouver des adresses. Des fois, il faut faire des kilomètres aussi dans les démarches diagnostiques. Et on les trouve pas comme ça, en fait. Donc il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait, puis du soutien, et qui, je pense, qui facilite aussi pas mal, et qui permet aussi de patienter, je trouve. Et puis ça permet aussi de rencontrer des personnes qui sont peut-être parfois à un autre niveau dans le parcours, ou qui ont un autre parcours, et c'est hyper intéressant, je trouve. Mais comme on est dans de la question du neurodéveloppement, la question de difficultés, on va parler de souffrance, ou où on est dans des problématiques aussi de vie, en fait, mine de rien, c'est aussi une niche, en fait, pour tomber aussi sur des personnalités qui sont tordues aussi, des gens qui sont pas forcément dans le spectre et qui ont pas forcément des bonnes intentions. Donc tu parlais aussi des femmes, et il y en a pas mal, qui se font aussi dragouiller salement en privé, ou des choses comme ça, ou des personnes complètement tordues, en fait, où on va toucher ce qu'on va appeler les pervers, ou je sais pas quoi, en fait. Et ça regorge aussi de typologie de personnalité comme ça aussi dans ce secteur, mais ce qui est assez logique, en fait, c'est de l'humain, en fait. Mais bon. Une toute dernière question, madame. Oui, c'est pas une question en tant que telle, c'est plutôt un partage ou une remarque. Je trouvais ça très intéressant ce que tu disais sur le phénomène d'effet miroir
entre ton fonctionnement dans la vie et ton fonctionnement sur les réseaux sociaux, et que ça t'avait beaucoup éclairé sur ton propre fonctionnement, et que ça t'avait permis d'avoir un retour sur ton fonctionnement. Et je me disais aussi qu'il y avait sans doute aussi un autre phénomène, c'est peut-être un phénomène d'amplification de la difficulté de décryptage de tout ce qui est premier ou deuxième degré. À l'écrit. Parce que effectivement, comme tu le disais, à l'écrit, c'est pas facile d'interpréter 3 petits points, mais même on pourrait aller plus loin avec les phénomènes qui ont eu lieu l'année dernière sur TikTok, avec des espèces de mouvements anti-2010. Voilà, j'ai dans mon entourage des enfants qui ont vraiment flippé avec cette question des anti-2010, parce que ils ont interprété qu'ils allaient vraiment se faire attendre à la fin, à la fin des cours pour se faire asmaquer, parce qu'ils avaient tout simplement cette année de naissance-là. Donc c'est vraiment important aussi, je pense, d'avoir à l'esprit que si dans les réseaux sociaux, il peut y avoir un phénomène de soutien hyper précieux, il y a peut-être aussi un phénomène qui peut être difficile à vivre, qui est qu'est-ce qu'on fait avec une difficulté d'interprétation des messages qu'on y trouve. Voilà. Et tu participes au réseau? Enfin, ouais, tu y es un petit peu ou... Alors, justement, je pense que ça reflète ma façon de fonctionner, c'est que je suis sur les réseaux, mais j'interviens très peu. Ouais, et parce que... Et c'est vrai qu'il y a souvent des chicaneries ou des machins, en fait, ça part souvent d'un petit truc, ok. Et puis à un moment donné, au milieu, plus ça va être long, là, il y aura une espèce de débat à un moment donné, de trucs et tout ça. Et très souvent, en fait, c'est des histoires d'interprétation, en fait. D'interprétation et de sensibilité. Et autant, ce que je disais tout à l'heure, je trouvais que c'était fluide quand je discutais avec d'autres autistes et tout ça, je trouvais ça plutôt... plutôt simple. Autant j'ai rencontré des gens compliqués aussi. Mais pourquoi? Parce qu'on est tous, on a tous des problèmes de communication, donc il n'y a pas de raison qu'on soit plus à l'aise en fait tout le temps. En fait, c'est pas parce qu'une personne va être TSA à un moment que je vais m'entendre avec elle et que qu'on va se comprendre et que ce sera. Il y a ça aussi. En fait, quand j'ai du mal à communiquer, je trouve, avec une personne TSA, j'aurais vraiment du mal, pour le coup. Mais vraiment, c'est un truc beaucoup plus dur, je trouve, que quand j'aurais du mal avec une personne lambda, en fait. Mais par contre, quand je m'entends bien, mais vraiment, ça se passe super bien. Enfin, je trouve que c'est assez extrême, en fait. Je sais pas si je suis clair sur ce que je dis. Enfin bon. Voilà, merci. Avant juste de nous quitter, je voudrais à nouveau vous inviter à vous rendre sur la chaîne de Monsieur Coat. Ce qui est vraiment frappant, c'est sa démarche analytique. C'est-à-dire cette démarche analytique, elle est d'une qualité telle, puisqu'il analyse les comportements, qu'on soit autiste ou neurotypique, cette démarche-là, c'est la même. Et c'est ça qui est très surprenant. Donc vous verrez, je pense notamment à cette découverte que vous avez faite, que quelqu'un d'autre peut penser différemment de moi de façon légitime. Il y a énormément de neurotypiques qui n'ont toujours pas découvert ça. C'est-à-dire que ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà, ça dépasse, et c'est ça qui est frappant. Et c'est ça qu'on découvre dans ces vidéos. Qui sont... Il y en a combien, monsieur Coat ? 163, je crois. 163. Donc, si vous n'êtes jamais allé, vous avez plein de plaisir devant vous. Vous pourrez picorer, parce que là, on peut prendre... Il n'y a pas un ordre, évidemment. L'ordre n'est que chronologique. Voilà. Et s'il y a un lien, de façon générale, je mets une photo pour cliquer. Voilà, d'accord. Non, elles sont toutes indépendantes. C'est des formats de 5 minutes. Là, j'ai montré au début une plus longue. Oui, en général, c'est plus court. C'est 5 minutes. Et puis, l'idée, c'est de la vulgarisation. Pourquoi ? Parce que j'ai la casquette comédien qui fait que je vais faire des blagues. Il y a la casquette professionnelle du médico-social qui fait que je pourrais utiliser du jargon assez précis qui permet, en fait, de passer un message qui ne soit pas pompeux. Oui, mais c'est cette pluralité de vos expériences, plein de choses, qui fait la richesse du message, qui en plus d'être pertinent est plaisant. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup.